Mon équipe, j'ai pas pu être présent pour faire cette émission. Je suis actuellement dans le tournoi à 0 degré pour un projet qui va sortir très rapidement sur YouTube. Donc c'est Charles qui me remplacera pour cette émission. J'espère que vous apprécierez. Bon visionnage. Bonjour Kevin, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter un petit peu pour que les gens puissent savoir à qui on a affaire sur cette émission. Très bien. Kevin Gourdon, 34 ans. Je suis un ancien joueur du Stade Rochelet. J'ai évolué pendant 10 ans. J'ai joué aussi en équipe de France à 19 reprises et j'ai arrêté ma carrière maintenant il y a 3 ans suite à un problème cardiaque. Et suite à ça, j'ai basculé de l'autre côté, donc j'ai commencé sur du coaching. Moi, mon boulot à l'heure actuelle, pour rester dans le domaine du sport, c'est du coaching individuel avec le groupe du Stade Rochelet, avec les joueurs professionnels du Stade Rochelet. Après, j'ai d'autres activités, mais c'est pas le sujet. Ouais. Quand tu parles de coaching individuel, qu'est-ce que tu entends par là du coup? Est-ce que c'est plutôt le côté physique, côté mental? C'est tout sauf le côté physique. C'est pas du tout mon domaine de compétence. Il y en a des très bons chez nous au Stade Rochelet. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est plus la partie technique, voire tactique et un peu mentale. Ok. Sur le plan mental, on a vu que tu avais fait aussi une formation sur les neurosciences. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ouais, j'ai trouvé ça parce que je voulais préparer mon après-rugby. Okay. Du coup, j'avais fait un bilan de compétences juste avant d'arrêter, l'année avant d'arrêter, à cause de ce problème au cœur. J'ai fait un bilan de compétences et dedans, dans un bilan, moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, je sais pas, que j'étais fait pour être pâtissier, photographe, un truc qui a rien à voir. En fait, pas du tout. C'était dans le domaine du coaching, de la transmission, etc. Et du coup, je voulais apporter de la compétence supplémentaire. Plus que mon expérience pure. Et du coup, moi, ça m'intéressait beaucoup de comprendre ce qui se passe dans la tête. Voilà, les mécanismes cérébraux, tout ça, ça m'intéressait énormément. Du coup, j'ai trouvé cette formation, je l'ai faite, et ça m'a amené, bien sûr, sur les aspects de la préparation mentale, parce que les neurosciences, bien sûr, c'est la vision mère, quoi, on va dire. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé, j'ai compris plein de choses sur moi, et même pendant ma carrière, des choses qui sont arrivées. Et grâce à ça, j'ai pu mettre un pourquoi. Et pour moi, c'est hyper important de comprendre le pourquoi, du coup. Ok. Tu as parlé de reconversion aussi. Ouais. Toi, ça a été un peu brutal, notamment avec ce qu'on t'avait annoncé sur les problèmes cardiaques. Comment tu as pu gérer ça? Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on va être affilié en tant que joueur de rugby ou joueur de tel sport. Comment toi, tu as su gérer ça et cette reconversion? Ce qui n'est pas forcément, on appelle ça la petite mort, notamment dans le sport de haut niveau. Ouais, je la comprends. C'est plus sur le côté émotionnel, je pense qu'on ressent ça, parce qu'on vit des trucs tellement dingues sur des périodes très courtes que quand ça s'arrête, tu retrouves plus ça. Ouais. Ça, je le comprends. Après, moi, du coup, j'avais préparé, entre guillemets, avec ce bilan, l'après. D'avoir au moins une piste de travail, de se dire qu'est-ce qu'on fait après, etc. Vu que moi, j'ai arrêté au bout de 3-4 mois de l'année 2021, donc j'avais commencé la saison avec mon club, ouais. Et je pouvais plus faire de rugby, plus de sport à haut niveau, plus presque de sport tout court. Et donc du coup, je pouvais pas partir non plus comme un voleur. Je veux dire, moi, je suis resté au stade et j'ai commencé à travailler avec les joueurs sur les attitudes au contact, les duels, les choses où j'étais plutôt bon quand je jouais. Et naturellement, ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, on a élargi en fait la zone d'intervention que je pouvais avoir et ça s'est fait assez naturellement avec le Stade Rochelet. Ok. Sur la blessure, ça revient souvent aussi dans le rugby. Je vais prendre le cas Ntamak ou Dupont. Est-ce que ça t'intervient notamment sur la gestion de la blessure au Stade Rochelet et comment t'interviens par rapport à ça? La gestion de la blessure, c'est pas mon domaine. Moi, souvent, j'ai des blessés pour travailler du skills, etc. Parce que ils sont dans une période où ils sont inactifs en termes cognitifs. À part faire de la muscu, des soins, etc. T'as pas trop cet aspect-là. Donc, on essaie un peu de le développer et de faire du skills aux joueurs pendant cette période-là. Donc, cet accompagnement, il est là. Après, sur des joueurs avec qui je travaille, bien sûr qu'on parle de ça. Il y a des moments qui sont compliqués, il y a des moments qui sont pas faciles dans une carrière, mais même dans une vie en général. Donc parfois, c'est aussi mon rôle de juste parsuis avec les mecs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un athlète, un rugbyman Alors, il y a le secret professionnel, oui, je sais, mais... Non, moi, je suis vraiment là-dedans. Moi, tout ce qu'on me confie, ça reste entre quatre yeux. Je ne citerai pas de nom, rien du tout. Mais non,
quand t'as besoin, des fois t'as juste besoin de parler. Ok. Moi, mon rôle, des fois, c'est juste aller prendre un café avec un mec, discuter, et juste qu'il dise ce qui va pas, quoi, concrètement, juste que ça sorte. Et après, bon, on repart sur quelque chose de nouveau. Ok. Et est-ce qu'il y a des outils en particulier que tu utilises, notamment en PM, en préparation mentale, que tu affectionnes particulièrement? Moi, j'aime beaucoup la visualisation Ok. et l'imagerie parce que c'est des choses que j'avais pratiquées quand je jouais. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que c'était efficace. Mais donc, c'est aussi de faire comprendre aux joueurs que nous, on veut tout de suite dans le sport de haut niveau, on veut du résultat. On est dans un milieu où forcément, il faut que ça fonctionne pas dans une semaine, ça veut dire que ça fonctionne pas tout court. En fait, non. Quand c'est difficilement quantifiable, c'est hyper dur de faire accrocher les mecs et de se dire que ça fonctionne grâce à ça. Et donc, c'est un travail qui est pas facile, mais enfin, quand tu t'es formé ou quand tu t'y es intéressé ou tout ça, tu sais que ça fonctionne. Quand tu comprends les mécanismes cérébraux, tu sais que ça fonctionne de cette manière-là et tu sais. Est-ce que tu peux, du coup, à l'audience là, qui nous écoute, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, comment toi tu vois la visualisation et l'imagerie mentale, pour expliquer un petit peu? Je le vois comme. Je sais ce que c'est, mais. Ouais, je le vois comme une expérience. Comme une expérience sans avoir l'attrait physique. C'est-à-dire qu'on peut travailler plein de choses, on peut visualiser plein de choses, et notamment du positif, parce que le négatif, on le fait très bien naturellement. Oui, on est fort, hein, surtout en France, on est bon. Très très bon sur le négatif, donc visualiser des choses qui sont positives, elles vont nous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle, pour moi, un déjà-vu, et j'ai eu des trucs que j'avais visualisés avant un match, des actions positives qui sont répétées pendant le match, et ça s'est fait comme si j'avais déjà vécu le moment. Okay. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais c'est vraiment un ressenti qui est assez puissant de se dire. Est-ce que t'as un moment, par exemple, je sais pas. Ouais, j'avais visualisé un moment, un réception de ballon, une situation qui allait se passer, etc. Et ça s'est passé exactement comme je l'avais visualisé. Et j'ai trouvé ça génialissime, en fait. Yes. Ok. Et je voulais revenir aussi sur cette carrière, notamment les 3 défaites. 3 défaites sur les finales. Comment t'as pu gérer ça? Est-ce que t'as fait appel à quelqu'un? Comment t'as mis ça en place? Non, ça a été dur. Ouais. Ça a été très dur. Et en plus, quand ça s'est arrêté, quand j'ai fait un petit regard dans le rétro, il y a eu la finale perdue en top 14 contre Toulouse, donc la 2e d'affilée, la même année. Et il y a eu vraiment cette réflexion de pourquoi j'ai pas été performant à ce moment-là, vraiment. Du coup, je fais plein de recherches par rapport à ça, donc je travaille sur la performance, sur plein de trucs, et je suis vraiment allé essayer de comprendre le pourquoi, à ce match-là, précisément, à cette finale, au match le plus important, j'ai pas été capable de jouer à mon vrai niveau, chose que j'avais réussi dans d'autres finales, par exemple, où ça s'était très bien passé. Et après tout ça, et les réponses, il m'a manqué un peu de facteur physique, j'étais pas au niveau de ce que j'aurais dû être pour jouer une finale, même si moi j'avais des capacités physiques très restreintes, c'était pas assez, et il y avait une partie mentale qui était pas là. Je pense que la gestion de l'événement, je l'ai mal gérée. Gestion de la pression? Pas de la pression, mais de l'événement lui-même, je pense. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu mettrais en place aujourd'hui avec plein de choses. Avec ton expérience? Je ferais plein de choses différentes. Tu regardais dans le rétro, comme tu dis. Ah non, je ferais plein de choses différentes. Je le préparerais beaucoup mieux. Ça c'est sûr. Le plan physique, c'est assez simple parce que c'est 1 + 1 = 2, quoi. Dans le physique, si tu fais les bonnes choses, y a pas de souci, il n'y a pas de mystère. Sur le plan mental, je le préparais un peu mieux. Tout ce qui tourne autour de l'événement, même par rapport à moi, ma visualisation, mon imagerie, même pour la confiance, tout. J'ai trop subi, je pense, cette finale-là. Donc t'étais plutôt dans le jeu et pas t'étais dans l'enjeu et pas dans le jeu à être acteur plutôt du projet. Et puis pas avoir été capable au bout d'un moment de switcher et de dire bon, ok, ça se passe pas comme prévu, on switch et on essaie de changer quelque chose. Okay. Même si tu le ressens à l'instant T, j'ai pas été capable de le faire. Ok. Et est-ce que ça aujourd'hui tu le vis un peu je sais que tu fais des conférences aussi. Ouais. Donc c'est un nouveau challenge. À parler devant des centaines, même des milliers de personnes peut-être. Est-ce que tu as revécu ça dans ton après-carrière et est-ce que tu mets en place des choses
pour arriver à gérer ça? Forcément. Avec tout ce que j'ai appris, ça me sert maintenant dans ma vie de tous les jours, même, et dans mon travail. Quand je dois faire une conférence, j'y vais pas la fleur au fusil, même si je l'ai faite des centaines de fois, je la prépare, j'ai mes outils que j'utilise, que parfois j'explique dans mes conférences, et qui vont me permettre d'être performant le jour J. Et j'ai toujours cette pression-là, parce que la pression, c'est une bonne chose de stresser. C'est ce qui fait nourrir aussi. S'il y a plus de stress, c'est qu'il y a plus d'importance. Donc je suis toujours plus ou moins avoir un peu de pression, un peu stressé avant une conférence, ce qui est normal, parce que t'es quand même rémunéré pour ça, c'est ton travail, il faut être bon, il faut être performant, il faut te donner du bon contenu. Donc t'as un devoir aussi par rapport à ça, donc je me prépare en conséquence à chaque fois. Ok. Il y a un article qui est passé récemment de William C. Qui a parlé de la préparation mentale et notamment qui disait que demain, les clubs qui vont faire un travail sur le plan mental, c'est les clubs qui auront un temps d'avance sur les autres. Toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois la préparation mentale dans le rugby aujourd'hui, en 2024? Typiquement, le modèle, l'Irlande, qui est dans ça depuis très longtemps. Pays anglophone aussi, donc il y a cette culture-là. J'en discute beaucoup avec Donaka Ryan, qui est l'entraîneur de la touche, et qui est irlandais, et qui a joué pour l'équipe d'Irlande, qui a été sous les ordres de Joe Smith. Et on parle de tout ça, et il m'expliquait que eux, dès 2011, je crois qu'on parlait de 2011, quand ils préparaient les couillons, déjà ils étaient sur des trucs cognitifs, le fait de... Ils avaient une brain room où ils travaillaient la visualisation sur les schémas, qu'est-ce qui se passe sur cette combinaison si t'es rattrapé dans un ruck, si tu fais ci, etc. Et tout le monde travaillait de concert vers un même objectif, et ils étaient déjà tous dans des exos et des outils de préparation mentale. Et quand tu vois le jeu de l'Irlande, même si elle n'a pas gagné la Coupe du Monde, quand tu vois ce qu'elle est capable de proposer en termes de contenu, c'est hyper dur ce qu'ils font. D'avoir une maîtrise dans leur système aussi parfait, j'ai envie de dire. C'est quand tu connais vraiment le rugby, quand tu sais comment c'est dur d'avoir des mecs bien placés avec des bons timings, et eux, ce qu'ils sont capables de faire, l'innovation aussi qu'ils proposent, c'est eux qui proposent par rapport aux règles, par rapport à tout, ils proposent des nouvelles combinaisons, des nouvelles structures, et ils sont précurseurs. Et moi, ça m'étonne pas quand du coup tu découvres qu'en fait, déjà dès 2011, ils étaient dans ces eaux-là, quoi. Et en France, du coup, si on revient un petit peu sur le top 14 à Pro D2, plutôt sur le côté professionnel. En France, je pense que c'est démocratisé pour des sports individuels, mais pas énormément pour des sports co. Qu'est-ce qui fait du coup pour toi je suis d'accord avec ce que tu dis, totalement d'accord. Qu'est-ce qui fait que pour toi, du coup, sur le plan collectif, dans les sports co, c'est plus difficile? Parce que tout le monde, dans un sport indiv, c'est ton choix, puisque c'est pour ta propre performance à toi, donc si tu estimes que tu en as le besoin, c'est une décision personnelle. Dans un club, dans un groupe, si tu as 35 mecs, dans le rugby c'est ça, tu as à peu près 35 mecs, t'as pas 35 mecs qui sont dans la même direction sur la préparation mentale. Et la problématique, elle est là. C'est est-ce que tu prends un mec qui est là juste à la carte pour des individus, ou est-ce que tu prends un mec pour tout un groupe? Et je pense que ça crée justement quelque chose qui est pas assez fluide, alors que l'intérêt il est évident. Je veux dire, tous les meilleurs sportifs dans n'importe quelle discipline, ils ont des préparateurs mentaux. Ouais. Donc on peut pas le nier, ça. Oui, carrément. Et toi, du coup, au Stade Rochelet, tu travailles avec le staff directement. Et est-ce que tu travailles aussi sur le côté cohésion, sur toutes ces choses-là, ou pas du tout? Non, ça, on est déjà, dans le rugby notamment, on est très au point sur cet aspect cohésion, parce que nous, on fait vraiment de la construction de cohésion. Donc c'est vraiment un truc qui est là depuis longtemps. Tu as toujours des gardiens du temple qui sont là pour créer ça. Tu as même des personnes qui sont presque... là, j'ai envie de dire un truc, mais uniquement pour entretenir la vie de groupe, etc. Parce qu'on a très vite compris que... C'était un peu ton rôle, d'ailleurs, au Stade Rochelet. Notamment avec les jeunes. Pas trop. Quand tu... Celui de Sazi, Romain Sazi, oui.
Moi, pas trop. Je laissais faire ceux Ok. qui savent faire. Mais non, on a compris que plus on avait un groupe soudé, plus on pouvait aller chercher de la performance. Ouais, surtout dans les impacts, dans toutes ces choses-là. Où En c'est tout, un peu, le meilleur exemple, c'est celui du Castres Olympique. Quand ils ont été champions, c'était pas les meilleurs au C'était pas les rugby, meilleurs, mais c'est clair. tu les voyais sur le terrain. Attention quand même. Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, des nouvelles générations, Dupont, Ntamak, et puis celles qui arrivent là, sur le plan mental, sur le plan psycho? Je pense qu'ils sont prêts, beaucoup plus que nous, que nous, en tout cas de ma génération. Ouais. Nous, on était dans le monde professionnel, mais ça restait encore, j'ai envie de dire, mignon. Là, les mecs, ils sont prêts pour le haut niveau très tôt. Nous, c'était un petit peu plus sur le tard. Et donc, tu vois que les mecs, moi, j'en côtoie plein au Rochelet, qui ont maintenant 22, 23, 24, 25 ans. Ça n'a rien à voir. Tu prends un gosse de 22 ou 25 dans la rue, n'importe où, dans n'importe quel domaine, c'est le jour et la nuit avec ces personnes-là. Ils ont une maturité déjà qui est extraordinaire. Grâce au sport de haut niveau en général, ça c'est clair et net, mais encore plus maintenant. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, tu accompagnes aussi d'autres athlètes dans d'autres disciplines. Ouais, exactement. Est-ce que tu vois une différence aussi de maturité, d'implémentation des choses Ouais. en prépa mentale? Ouais, mais de toute façon, quand tu as la démarche personnelle d'aller voir quelqu'un pour t'aider, tu fais preuve de maturité. Oui. Donc, quand ils sont dans cette démarche-là, tu as tout de suite compris que, voilà, il a compris qu'il avait une problématique ou qu'elle avait une problématique et elle veut essayer de la résoudre ou de s'améliorer. Donc, moi, je trouve ça génial parce que peut-être que moi, j'ai pas été capable de le faire à des moments où ça se passait pas bien et je trouve ça dommage. Ok. Et pour toi, la préparation mentale, c'est que... alors ça, ça se discute, il y en a beaucoup qui le disent. Est-ce que c'est que quand ça va pas ou c'est aussi quand ça va bien, je continue à faire de la préparation mentale? Ouais, je pense que c'est des choses qu'on fait tout le temps. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour en faire ou bien. Enfin, Parce que c'est souvent le discours qu'on entend, c'est Non, je vais moi, faire appel à un PM. Non, je trouve que c'est faux. Je trouve que c'est un outil qu'on utilise pour soi. Là, par exemple, la méditation, on en fait tout le temps parce que pas forcément qu'on est mal ou pas. C'est un outil qu'on utilise pour se sentir bien, pour son bien-être. Donc tant que on se sent bien avec ce qu'on fait, il faut le faire, moi. Et comment, toi, ça t'est venu, du coup, de travailler en PM? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler là-dedans, dans ce domaine-là? Eh ben, c'était cette finale perdue et de comprendre pourquoi j'ai pas réussi. Ça m'a vraiment... c'était dur psychologiquement parce que tu travailles des fois plus d'un an. Tu travailles sur des cycles et tout pour arriver à essayer de soulever un trophée. Et le match le plus important que tu as à faire parfois de ta carrière, même de ta vie, tu ne matches pas à ton niveau. Ouais. Qu'on perde ou qu'on gagne, j'ai envie de dire, c'est secondaire, c'est pas important. C'est vraiment, est-ce que moi, j'ai livré la meilleure version de moi-même ou de ce que je suis capable de faire en temps normal? Et moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas réussi. Okay. J'ai pas joué sur une échelle de 0 à 10, j'ai été à 4, quoi. Et ça, c'est difficilement acceptable pour moi, parce que j'estime que c'est aussi mon rôle en tant que leader d'être performant et de montrer l'exemple. Et sur une finale, se rater, c'est cruel au possible. Ouais. Et en équipe de France, comment t'as vécu ces moments-là? Ça a été aussi une période pas la plus belle pour l'équipe de France. Non, on gagnait pas. Ouais, c'était compliqué à ce moment-là. Ouais, alors compliqué oui, non. entre guillemets. En termes de résultats, ouais. Oui. C'était compliqué parce qu'on gagnait pas. Groupe, en termes de plaisir, c'était indescriptible parce que j'ai joué au plus haut niveau qu'il existe dans ma discipline. Et ça, c'est vraiment un truc... voilà, on me l'enlèvera jamais. Même si on prenait des roustes, c'est pas grave. Et je pense que même on a manqué un coach avec ce groupe où on a eu des défaites encourageantes, souvent on les appelait comme ça, et où on n'est pas loin à chaque fois. Et je pense que si on avait gagné 1 ou 2 matchs et que ça avait basculé de notre côté, on aurait pu créer une dynamique différente, notamment la tournée novembre où on perd de peu contre les Blacks, on perd aussi de très peu contre les Australiens et on gagne les Samoa. Et je pense vraiment que si on gagne cette série, parce que je pense qu'on est capable en termes de contenu, parce qu'on essaie de bien jouer au rugby, ça aurait pu tout changer. Malheureusement, on ne peut pas refaire le passé. Mais non, c'était une parenthèse vraiment exceptionnelle dans ma carrière. Vraiment. Ok. Et le parallèle que tu fais, du coup, avec le monde de l'entreprise et le monde du sport,
Est-ce que toi, tu trouves que c'est quasiment la même chose ou il y a des leviers Alors, pas quasiment la même chose, ce serait un peu fort, mais t'as tellement de parallèles entre le sport et l'entreprise. Je crois même d'ailleurs, il y avait une stat qui est sortie sur les 500 plus grands entrepreneurs ou un truc comme ça, t'as que des sportifs. C'est qu'il y a des raisons, il y a des raisons derrière pourquoi ça réussit, parce que dans le sport de haut niveau, t'as des process de réussite, t'as plein de valeurs, plein de choses qui font que appliqué en entreprise, tu cartonnes. Ok. Pour revenir un peu sur ta carrière, ce serait quel joueur, ou si tu avais deux joueurs qui t'ont marqué, avec qui soit t'as joué ou contre qui t'as joué, et qui t'ont marqué sur le plan psycho ou sur le plan physique, ce serait quel type de joueur, si tu avais deux noms à donner? Moi, Will Skelton. Okay. Alors, pas par son physique, mais par son intelligence sur le terrain. C'est un des joueurs les plus intelligents que j'ai côtoyé sur un terrain de rugby. Pour le grand public, il fait plus de 2 mètres, 150 kilos, il fracasse tout le monde, mais quand tu regardes en détail, vraiment son jeu, ce qu'il est capable de faire sur un terrain, c'est d'une intelligence folle. Tout ce qu'il fait, c'est de la masterclass. Okay. Et vraiment, si vous êtes deuxième ligne, je vous conseille vraiment de regarder en détail ce qu'il est capable de faire, parce que c'est de leur favori, quoi. Okay. Et non, il y a un autre joueur, c'était Vian Liebenberg. Qui est maintenant coach, il est entraîneur maintenant. Ah, je crois pas. Il me semble. Qui s'est lancé dans l'entraînement, ouais. Où il a monté sa méthode. Alors non, on parle pas du même. Okay. Moi, je te parle de Vian Liebenberg, le troisième qui est passé par le... Je vois laquelle tu parles. Qui est passé par le Stade Rochelet. Il venait d'arriver chez nous, il était capitaine à Montpellier à l'époque, il n'était pas gardé à cause des gifs. Donc il arrive un peu en cours de saison. Et j'ai jamais vu un joueur... pour moi, c'était une machine. C'est-à-dire que physiquement et dans le rugby, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant d'activités et répéter ça au fil des matchs. Mais un monstre, vraiment. Quelque chose qui m'a... Waouh, tu te dis, c'est incroyable. On avait un tableau avec le nombre d'impacts et le nombre... de courses, un truc comme ça, d'intensité. Ouais. Et c'était représenté par des ronds. Ok. Donc t'avais des ronds un peu partout, et plus t'étais ici, plus t'avais tapé, et plus t'étais ici, plus t'avais couru, tu vois. Et lui, c'était le seul, tout le temps, là. Mais quand je te dis là, c'est genre des fois, ça rentrait même pas dans le tableau, tellement que c'était incroyable. Et d'une efficacité folle, et franchement, c'était, gros coup de cœur. Alors que c'est pas du tout mon style de jeu, tu vois, mais je reconnais ça. Enfin, même si c'est différent de ce que je peux proposer en termes de rugby, j'ai de l'affection pour des choses que je suis pas capable de faire et que les gens font très très bien. Okay. T'as été formé à Clermont ? Alors moi je dirais plutôt à la Voulte. Okay. On va en rendre à César ce que à César. La Voulte sportive, champion de France en 1970. Voilà, c'est posé. Okay. C'est là, c'est placé. Je parle pas de Clermont, quoi. Si, tu peux parler de Clermont, si. Mais j'ai vraiment été formé à la Voulte. Okay. Franchement, j'ai vraiment eu des éducateurs extraordinaires. Vraiment. Et après, oui, je suis parti... j'ai fait 1 an à Toulon d'abord, en Crabosse, et après je suis parti à Clermont. J'ai fait 4 ans en espoir à Clermont. Ouais. Et si demain, tu avais un conseil, tout à l'heure, tu as un peu dit ça, mais si tu avais un conseil à donner à un jeune joueur qui veut se lancer en tant que professionnel, ce serait quoi aujourd'hui le conseil que tu lui donnerais ? Travail. Ok. Et, malheureusement, il n'y a pas... J'ai cherché un cheat code et tout, quelque chose pour passer à travers les mailles du filet pendant longtemps. Le travail, tout simplement. Et l'entraîneur, toi qui t'aurais le plus impacté ? Moi, il y en a eu beaucoup. Moi, j'en ai déjà parlé. Il y avait Yannick Bru, que j'ai adoré avoir eu en équipe de France. Qui est à Bordeaux maintenant, c'est ça ? Oui, exactement. Et il y avait Patrice Colazo aussi, avec qui on... Qui a révolutionné un peu le Stade Rochelet. Je t'aime moi non plus, mais... Ah ouais. Mais non, Patrice a eu une grande influence. Il y en a eu plein. Après, j'en ai pas connu non plus des matchs. J'ai beaucoup aimé Jono Gibbs aussi, avec son approche. Il m'a fait découvrir plein de choses différentes. Et ouais. Okay. Ouais, c'était très cool. Et c'est pareil, tu nous as parlé un petit peu, la saison, toi, qui a été la plus forte émotionnellement, ce serait laquelle ? C'est dur. Forcément, c'est la saison où on fait les 2 finales et on parlait 2 fois, quoi. Ok. Ça, c'était dur.
C'était dur parce qu'on pensait vraiment en plus gagner le deuxième, quoi, parce qu'on avait vraiment rivalisé et on s'était dit, ok, on a joué à 14, mais à 15, ça va le faire. Et en fait, on est tous passés au travers. Ok. Tous. Tout le monde. Tous. Et est-ce que l'entraîneur, même à la mi-temps, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place ou des choses comme ça ou... Alors, du coup, maintenant, je pense avoir un début de réponse par rapport à tout ça. Notre objectif de cette saison-là, C'était la finale. c'était d'aller en finale. C'était pas de gagner la finale. Alors, c'est implicite, tu vois, mais c'est Oui. con de dire ça. Et c'était vraiment C'est d'aller génial, en ça. finale. Et du coup, je me dis que en allant au Stade de France, c'était aller au Stade de France, je crois. Aller au Stade de France, on avait la date, aller au Stade de France. Et c'était rabâché. Il y avait le bouclier, tu vois, en photo, mais les mots, c'était ça. Ok. Et je pense qu'on a eu cette décompression Ouais, vous avez logique. atteint l'objectif Voilà. Stade de France et puis... Et on est vraiment tous passés au travers, quoi. C'était terrible. Tous nos meilleurs joueurs étaient nuls. Et on perd sans combattre, quoi. Ouais. Et celle-là a été dur. Ok. Celle-là a été très, C'était très celle qui était le plus dur. Je pense, ouais. Parce qu'on passe au travers. Et le plus... Tu gagnes contre meilleur que toi en ayant livré bataille. Oui. Moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est le fait de pas avoir... tout donné, c'est pas ça, parce qu'on n'a pas triché, mais de pas avoir été présent, quoi, d'être passé au travers. Ok. Donc c'est finalement le fait d'avoir dit l'objectif c'est Stade de France. On a atteint alors ça. je vais pas te dire, ouais. c'est ça absolument. Je suis pas capable de dire ça à 100%, mais je pense que c'est une piste. Okay. Moi, c'est mon hypothèse. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter? On parle beaucoup aussi de l'identité du joueur dans la préparation mentale. Toi, tu as parlé tout à l'heure du pourquoi. Le pourquoi, pour moi, il est hyper important. Pourquoi je viens à l'entraînement, pourquoi je viens en match, pourquoi je suis dans tel club, toutes ces choses-là. Est-ce que ça, tu vas le travailler aussi avec les joueurs? Et si oui, comment tu le travailles? Est-ce que tu peux être plus précis sur ta question? Par exemple, le travail, c'est n'importe quoi. Le joueur, il va arriver en centre de formation, 3 années, ou 2 plus 1. Ça dépend après du contrat. C'est quoi ton objectif sur ces 3 ans? Souvent, ce qui se passe, c'est que le joueur, il dit, je suis au centre de formation. Et finalement, on va voir les années, comment ça va se passer. J'ai compris. Ça se prépare sur... Oui, du coup, oui, on est sur du process, on est sur de l'objectif, sur de la planification et de savoir qu'est-ce que tu veux faire, quel jeu aussi tu veux produire en tant que rugbyman. Est-ce que ça te convient? Après, c'est là que j'interviens sur la partie un peu plus... non, pas tactique, mais... Est-ce que ça te convient vraiment? Oui, non. Est-ce que tu penses que tu pourrais tendre un peu plus vers ça parce que ça va te servir, je pense. Et on est sur une démarche plutôt comme ça. Est-ce qu'on rajoute des cordes à ton arc ou est-ce qu'on consolide vraiment la corde la plus puissante parce que ça te convient bien? Parce que c'est ce qui va faire la différence. Voilà, c'est savoir. Moi, l'objectif des joueurs que je suis, c'est qu'ils jouent, et qu'ils soient les meilleurs et qu'ils soient titulaires. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que toi, tu joues? Ok. Donc on va aller travailler plutôt la vitesse éventuellement. On va voir qu'est-ce qui te convient à l'heure actuelle, pourquoi tu joues pas. Okay. C'est quoi les problématiques? Qu'est-ce qu'on te reproche? Est-ce que tu dois travailler ça? Est-ce que ton jeu, justement, par rapport à un autre qui est dans l'équipe, vous êtes en confrontation et lui il a un meilleur jeu que toi? Est-ce que si tu rajoutes ça, ça va passer devant? Et on est plus sur ça. Ouais. Et ça en lien directement avec le staff? Ouais. Les feedbacks. Justement, c'est important de savoir ce que les coachs attendent des joueurs. C'est là que mon rôle intervient, je pense, parce que on a à peu près 35-40 mecs, et les coachs, ils ont les matchs à préparer, ils ont les retours vidéo, ils ont plein de choses. Ils peuvent pas aller voir chaque mec et leur dire « tu dois travailler ça. » Même si on a un gros staff, c'est pas possible. Ouais. Moi, j'essaie d'être cette pièce-là et d'être un peu un joker et de dire que, moi la partie indiv, je m'en occupe. S'il y a des messages à faire remonter d'un côté comme de l'autre, je les fais passer. Et mon but, c'est l'intérêt des joueurs en premier, et toujours. Oui. Mon rôle, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence? J'ai pu voir que tu t'intervenais aussi avec, par exemple, une cavalière. Est-ce que ça, tu fais aussi ce travail-là par rapport à ça ou pas du tout? C'est différent. C'est différent parce que c'est pas mon domaine de compétence, le cheval. Elle fait du saut en plus. On n'est pas sur ça. On est sur la perf, comment on est performant, sur les process de réussite, sur toute la mise en place de
de rituels pour être performant, D'accord, on teste mise en des place de choses, routines, des choses de comme la visualisation, Ok. tous les aspects de la prépa. On est plus sur des Sur aspects... de la prépa mentale. Ouais. Mais pure et dure, oui, quoi. oui. Ok. On est plus sur des aspects comme ça. Parce que je peux pas intervenir sur la partie technique. Alors que dans mon rôle au rugby, c'est plus mon domaine, donc c'est plus facile T'as ce pour moi. recul-là et cette expérience d'ancien joueur pro. Ok. Sur les, ça m'intéresse sur les conférences. Ouais. C'est quoi les thèmes principalement sur lesquels tu vas et c'est quoi ta mission finalement par rapport à ça? Moi, du coup, le message que tu veux cette véhiculer. conférence, je l'ai créée suite à cette finale de top 14. Ok. Et je me suis vraiment interrogé sur pourquoi. Et du coup, en me formant, en allant voir ce qui se passait en préparation mentale, et vraiment d'avoir fait le truc vraiment varié, je travaille sur le talent aussi, pour voir qu'est-ce que c'était, etc. Sur plein de choses, et du coup, j'en ai fait une synthèse, et j'ai créé une conférence qui s'appelle « Les facteurs de la performance ». Dedans, on voit les facteurs de la performance, on les explique, on voit que c'est le groupe qui est le facteur principal de la performance, donc on voit comment on construit une cohésion, un sentiment d'appartenance, etc. Et comment on fait ça? Je te coupe, Ouais, mais ouais, du c'est ça. coup, comment on fait? Sinon, Ouais, parce on que a des modèles, c'est ça. C'est facile de dire Complètement. on va créer une cohésion, moi, mais je fais finalement... vraiment le parallèle et je donne des exemples concrets de ce qu'on peut faire au Stade Rochelet ou dans le rugby ou dans le sport en général. Je parle aussi de dynamique collective, comment on utilise des thèmes pour atteindre les objectifs. On fait ça beaucoup dans le sport. Et après, du coup, il y a une deuxième partie qui est un peu plus orientée développement personnel, préparation mentale, où on parle de stress, on parle de confiance en soi, on parle de process de réussite aussi, parce que je me suis interrogé en fait à ce qui se passait dans la tête des buteurs quand ils avaient une pénalité de la gagne au bout du pied. Et ça m'intéressait, et du coup, je les ai interrogés, j'ai interrogé Ronan Nogara, Antoine Astoy, j'avais Jules Lemaille à l'époque au Rochelet. Et pareil pour les talonneurs, quand il y a une touche à 5 mètres et tout, que s'ils la ratent, tu peux pas marquer. Et je voulais savoir ce qui se passait, tous, dans leur Sur tête. les phases arrêtées, finalement, un petit peu, où je voulais la dire, pression, elle est un peu plus... Qu'est-ce que t'as dans la tête à ce moment-là? T'as le ballon au bout du pied, là, tu le passes, tu fais gagner ton équipe, ou même ton pays, si t'es en équipe de France. Et si tu rates, t'es un loser, quoi. Et c'était fou, parce qu'ils m'ont quasiment à 80% répondu tous la même chose. Moi, je pensais que... Tu peux nous le partager ou... Ouais, bien sûr. Moi, je pensais que plus c'était important, plus tu devais être concentré, tu vois. Ok. Enfin, c'est un peu bébête de dire ça, mais je pensais vraiment de dire, là, c'est hyper important, je me concentre plus. Et en fait, pas du tout. C'est juste... Faut être relâché. Ouais, c'est juste concentré sur ton process de réussite, sur tes routines, et rien changer par rapport à l'habitude. Okay. C'est juste que le fait que c'est nous qui chargeons émotionnellement des moments, je vais pas te l'apprendre à toi, mais... non, mais c'est ça, ouais. Donc, t'es dans ta bulle et tout se passe bien, quoi. Ok. Ouais, c'est que finalement, plus tu vas te mettre la pression et plus tu vas être dans l'enjeu, plus tu vas vouloir éventuellement contrôler ton geste et tu vas être plus sur un geste fluide, quoi. Il faut juste rester dans ce que tu as fait. En fait, le coup de pied d'avant, ou celui d'avant, ou encore celui d'avant, il a la même importance que celui-là. C'est juste le contexte qui fait qu'on lui donne plus d'importance, mais c'est le même qu'avant. Tu as la même routine, tu vas faire la même chose. C'est pas celui-là où ça va changer. Ouais. Si tu changes, tu foires, tout simplement. Donc c'est rester sur ce moment présent-là, qu'est-ce que j'ai à faire, rester, complètement. Ça a été mon sujet de mémoire. Ah, c'est vrai. Ouais, sur un buteur aussi, du coup. Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont? Tu les vois et tout? Partager. Ah bah avec plaisir. Ouais, ces moments-là, ils sont importants. Si on parle d'habileté mentale, pour toi, ce serait laquelle aller la travailler la plus en profondeur? Si on parle de motivation, de confiance en soi, de concentration, ce serait quoi finalement celle qui serait la plus... celle à aller travailler vraiment plus en profondeur je pense chez un sportif? Je pense que le nerf de la guerre, ça serait la motivation, parce que c'est ça qui va ramener l'énergie. Moi, j'ai eu cette période où j'avais perdu, et je savais pas du coup. Je savais que je voulais... J'ai eu une période où je voulais plus jouer au rugby. Ça m'intéressait plus. À quel moment? C'était en 2018, je crois. C'est en 2018, je suis parti faire un CAP maçonnerie. Ouais, tous les mercredis, j'allais monter des murs. Ça te permettait peut-être de sortir complètement du rugby. J'étais trop content. C'était trop content. Et j'ai eu un gros passage où je jouais en plus. Le pire, c'est ça, que j'ai fait plus de 20 matchs, je crois, cette saison. Donc c'est pas une petite saison. Et j'étais sur le terrain, j'étais complètement nul. Genre, j'avais perdu mon rugby. J'avais plus faire un duel, j'étais jamais au bon endroit. Un fantôme, quoi. Okay. Et donc, du coup, j'avais plus de motivation. Et je me posais vraiment la question de me dire, est-ce que j'arrête ou pas, quoi. Je veux dire, ça te fait chier. Je l'ai pas fait.
Parce que j'estimais qu'à cette époque, je gagnais trop bien ma vie pour gâcher ça, et je trouvais ça irrespectueux par rapport... c'est un peu démago de dire ça, mais par rapport au reste des gens, que de gâcher cette opportunité là, d'avoir eu, entre guillemets, du talent, parce que je pensais à l'époque du talent, dans un domaine précis qui en plus payait bien. Et bizarrement, alors pas bizarrement du coup, parce que j'avais compris, mais ma motivation, elle est revenue à un moment précis. C'est une finale de challenge européen contre Clermont. Et c'est parce que c'était Clermont, c'est pour ça. Pas du tout. Et je devais pas la jouer. Parce que j'étais nul. Je devais pas jouer parce que j'étais nul. Et il y a un concours de circonstances qui fait que je suis titulaire pour cette finale. Et le match était à 21h, et je sais pas ce que j'avais toute la journée. J'étais excité. Et j'étais impatient. Trop bizarre. Et ce que t'avais pas sur les autres non. les matchs précédents. Non. Là, j'étais vraiment genre chaud. Je me rappelle très bien. Et comme rarement. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que mes motivations, elles avaient évolué, et que en fait, je voulais gagner un titre avec le Stade Rochelais. C'était ça ma motivation. Et c'était uniquement dédié sur ça. Et j'ai fait un de mes meilleurs matchs. De ta carrière. Ouais, dans mon top 10 de ma carrière, peut-être. Ouais. Okay. Et alors que j'avais été nullissime toute la saison. Mais nul. Non, mais t'as été bon sur ce match qui avait une importance. Bah ouais, parce que mes motivations étaient revenues, mon énergie était revenue, et l'impression d'avoir redécouvert un nouveau Kevin. Est-ce que tu saurais voir c'était quoi le moment qui t'a amené à ça, à retrouver cette motivation? Non. Que c'est important. Cette question, je pourrais éventuellement la poser à un sportif. C'est quand le moment où tu as su qu'il y avait eu c'est dur de dire. Déclic. Déjà, je l'ai pas vu arriver. Ok. Le fait de perdre ça. T'avais des signes et tout, mais tu sais pas trop ce qui se passe. Ouais. Tu vois juste que t'es pas bon. Tu comprends pas trop. Et moi, ça a duré longtemps quand même. Hein. 8 mois, je crois. Une saison presque entière. Hein. Donc c'est long. Hein. Et après, je sais pas, c'est revenu comme c'était... c'est parti comme c'était... Non, attends, je vais y arriver. C'est revenu comme c'était parti alors, c'est parti comme c'était venu, voilà. Parce que et du coup, d'un coup, pouf. Allez, du jour au lendemain, complètement volte-face dans la tête, là, je suis chaud. Là, j'ai envie de jouer, absolument. Vite que c'est ce soir, vite qu'on attaque le match, j'ai envie. Okay. Et genre la veille, non. Même pas. La veille, c'était... Ah ouais, c'est vraiment genre, c'est venu d'un coup, quoi. Je me suis levé le matin, et j'étais chaud. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis levé le matin, et j'avais qu'une envie, c'était de jouer la finale le soir et de performer. D'accord. Tu parles souvent de talent. Sur ce que tu m'as envoyé aussi, il y avait ce mot talent qui revenait régulièrement. Qu'est-ce que tu mettrais derrière ce mot-là? Et pareil, les parents, les papas et les mamans sur le bord du terrain, on parle souvent de talent. Ouais. Les entraîneurs parlent aussi souvent de talent. Oui. Et moi qu'est-ce aussi. Que toi, tu... Longtemps, j'ai cru que j'avais du talent. Et en fait, t'en as eu sûrement. Sinon, mais pas été en du coup, j'ai travaillé sur le talent. France. Et en plus, tu le sais, les dernières études qui ont été faites en euro sur le talent, ils sont aperçus que tu as très peu de dîners dans le talent. Oui. Et nous, on pense que voilà, c'est une petite fée sur le berceau qui va t'envoyer un peu de poussière magique, tu seras bon dans ça. Et en fait, pas du tout. Le talent, en gros, pour résumer, c'est le travail et l'environnement dans lequel tu évolues. Et c'est ça qui va façonner en fait ton talent. Et moi, quand j'y ai réfléchi après, j'ai grandi avec à la Voulte, où j'ai travaillé énormément le jeu de ce pourquoi j'étais bon dans le rugby. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. J'ai un coach qui s'appelait Florent Hilaire qui m'a fait travailler tout un été des séries de pilométrie avec des échelles, des machins et tout. Je me rappelle, j'avais des escaliers en dehors de chez moi, là où j'ai grandi en Ardèche, où je m'entraînais à faire des sauts une jambe, je descendais, je remontais, j'ai travaillé ce truc-là, tu vois. Et plus tard, quand j'ai commencé à gravir les échelons dans le monde professionnel, j'ai gardé cette partie-là. Donc c'est mon environnement dans lequel j'ai évolué qui m'a permis, plus mon travail. Et tu t'aperçois que, ouais, en fait, le talent... Et ça, ce prépa physique, tu l'avais... ça, c'est quelqu'un que tu avais en individuel à côté? Ça, c'était mon coach de l'époque qui m'entraînait à la Voulte. Et il m'aidait à me préparer pour le top 100, je crois. Ou un truc important qu'il y a à l'époque.
Et en gros, on avait une sorte de programme, etc. Et lui, il m'a aidé à m'entraîner pendant l'été pour être bon à ce moment-là. Mais on en a bouffé, hein, on a fait plein d'exercices différents. Moi, je m'entraînais chez moi. Et je pense que ça a façonné une partie de mon jeu par rapport à ça. Donc voilà, tu vois, le talent, j'y ai beaucoup cru. Vraiment. Ouais. Je pensais vraiment que j'avais eu le don pour le rugby et que sans effort, tu pouvais y arriver. Mais en fait, non, au bout d'un moment, ouais, ça marche pas. Ok. Et toi, tu es issu aussi d'une famille de rugbyman ou pas du tout? Parce que des fois, y a un peu, quand on parle dîner, ça vient aussi de ça. Par exemple, l'environnement dans lequel tu évolues, il est hyper important. Ouais. Si je te donne 2 graines et que t'en plantes une dans de la merde et une dans un beau truc, tu sais très bien celle qui va mieux pousser que l'autre. Donc l'environnement, il est primordial dans la réussite future. Et c'est pour ça qu'il y a plein de fils d'eux, etc., dans les mêmes domaines de compétences, parce que forcément, ça aide. Non, moi, j'ai mon grand-père qui était plus côté rugby, mais sinon, j'étais pas dans une famille de sportifs. Ok. Dernière question qu'on voulait te poser, notamment dans... Ah, c'est la question piège? Non, c'est pas la... ça va, c'est après? Non, c'est après. Est-ce que tu aurais des recommandations pour des invités pour notre podcast? Est-ce que tu aurais des personnes que tu voudrais aussi voir ici et qu'on pourrait contacter? C'est intéressant. Qui c'est que j'aimerais voir? En dehors du rugby, du coup? Ou dans le rugby? On n'est pas que dans le rugby, nous, on fait un peu tout. Non, mais moi, j'adore la mentalité des personnes de l'hémisphère sud. Okay. Les Néo-Z, surtout. Moi, je trouve qu'ils sont hyper inspirants. Ils sont en avance de dingue par rapport à nous. Et ils ont une culture vraiment bienveillante et une approche. Moi, les plus grands professionnels que j'ai vus, c'est des Néo-Z. Okay. Il y a pas photo. Je prends l'exemple de Taora Carbarlo, qui est notre numéro 9, qui a été champion du monde avec les All Blacks. Une éthique de travail, c'est phénoménal, quoi. Après, ils savent aussi pourquoi ils viennent en France. Moi, je sais que j'ai bossé aussi avec des calédoniennes, au handball, et ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux, donc ils savent aussi pourquoi ils viennent. Tu parlais tout à l'heure du pourquoi, ça c'est important. Et c'est ce qui leur donne cette motivation chaque jour à aller à l'entraînement et sur les matchs, quoi. Ah, mais ça, non, mais lui, c'est impressionnant. Systématiquement, les lendemains de match, il est à la Pivia à faire sa récup, son machin. Il a tous ces protocoles que j'ai mis en place, moi, sur le tard, mais que eux font depuis longtemps. Aujourd'hui. Et tu comprends pourquoi les mecs sont aussi performants dans la durée et qui sont très peu blessés, parce qu'ils ont une éthique de travail qui colle en fait au sport de haut niveau. Il n'y a pas de secret en fait. Au bout d'un moment, tu as des objectifs qui sont élevés, il faut mettre quelque chose en face. Ouais. Si tu mets pas ce qu'il faut en face, il va y avoir un décalage. Et si tu es déçu, il faut te demander quel est l'ingrédient. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait aussi pour ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Si tu veux jouer en équipe de France, il n'y a aucun problème, moi je vais t'aider. Mais si tu fais pas ce qu'il faut, je peux pas le faire à ta place. Hein. Il y a l'aspect nutritionnel aussi qui rentre en jeu. Il y a plein de facteurs. Dans le facteur physique, tu as la bouffe, tu as l'hydratation, tu as le sommeil. Tu as tellement de trucs à modifier, à corriger pour te faire gagner des pourcentages de performance que Dans le rugby, on aime plutôt pas mal la troisième et la quatrième mi-temps, mais bon, après... Le rugby, c'est encore un sport où tu peux avoir une hygiène de vie... Encore aujourd'hui ? Ouais, ça va. Franchement, ça va. Si tu te démolis tous les week-ends et que... non, comme dans tout sport de haut niveau, c'est pas possible. Mais je pense que ça peut te le permettre encore. De toute façon, quand tu fais un sport co, ça gomme les faiblesses individuelles. Oui. Donc, il y a le groupe qui aide. Ça va rattraper les pots cassés. Mais dans un sport indiv, tu peux pas. Mais j'ai jamais vu un mec sortir tout le week-end ou être obèse dans n'importe quelle discipline indiv et performer, être le meilleur, quoi. Ouais. Ou tu peux l'être sur une très courte période. Mais quand tu regardes tous les meilleurs qui durent dans le temps, ils ont tous la même recette. Ouais, voilà. On voit Teddy Riner, par exemple, qui a été champion olympique, encore une fois. Il le dit, il a travaillé pour revenir et il a pas, je pense qu'il a pas un pet de gras sur. Ouais, il était affûté là. Ouais. Autant des fois il était un peu. Ouais, il était un peu. Là, il était sacrément affûté. Ouais. Mais c'est rassurant aussi de se dire que voilà, on la connaît la recette du succès. Oui. Mine de rien.
Et après, ça va te poser la question, c'est pourquoi toi tu réussis pas? C'est peut-être parce que t'as pas mis les bons ingrédients dans ta recette. Pourtant, elle est plutôt simple, la recette. Ouais. Et est-ce que, à part le rugby, est-ce qu'il y a d'autres sports, toi, que t'aimes pratiquer, qui te permettent... Moi, le basket. Ok. On adore le basket. Bon, on a maintenant une équipe de basket au Stade Rochelet qui sont montés en pro. Ouais. Et donc, nous, on est très amis avec pas mal de basketteurs. On se rejoint sur plein de choses. Je pense que nous, on aimerait être basketteurs et eux rugbyman. Paradoxalement, c'est un peu bizarre. Mais non, mais je trouve ça fou parce que c'est un sport co, mais aussi un sport indiv. C'est très staté, il y a beaucoup de stats et indiv, tu peux performer. Et le côté performance et difficulté, moi, je trouve ça fou. Il y a tout l'aspect qui tourne autour de ça que je trouve vraiment ça stylé. Et ouais, je leur mets beaucoup de pièces en leur disant faites-moi jouer et tout, faites-moi rentrer juste sur la fin. Je sais qu'ils le feront pas, mais franchement, j'aurais bien aimé. Ouais. Puis après, il y a peut-être le côté aussi américain, ce côté-là, où il y a ce mindset. Nous, on l'a pas trop encore parce qu'on a encore plein de Français. La structure de base des joueurs du stade, c'est des Français. C'est eux qui sont vraiment gardiens du temple et qui essaient de garder cette culture-là. Tu vois, de créer de la cohésion parce que les mecs, eux, c'est des contrats d'1 an, des fois de 6 mois, les machins, t'as un turnover de dingue. Oui. Et pour créer quelque chose avec des mecs qui font que partir, c'est compliqué. Et eux, ils sont là vraiment pour ça. Et je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont réussi l'année dernière parce que c'était pas forcément ni les plus gros budgets, ni forcément les meilleurs, mais tous alignés dans la même direction avec un coach hyper intéressant, moi que j'aime beaucoup, qui a fait un système particulier, notamment en défense. Qui a extrêmement bien marché. Ils ont fait une saison incroyable. Et hyper inspirant. Oui. Ouais, La Rochelle, c'est... Maintenant, moi, je suis d'Orléans, donc du coup, on a joué contre vous cette année, enfin l'année dernière, et en effet, vous avez un peu défoncé. donc voilà. Ok, donc si tu avais des recommandations de personnes, ce serait qui ? Moi, j'aimerais bien voir un Neo-Z, peu importe qui c'est. Je pense que c'est tous, ils ont un gros challenge que tu nous envoies là. Ouais, mais ils parlent très bien français, généralement, ils s'adaptent très vite. Ok. Dans le rugby ou plus Je pense qu'un Neo-Z dans n'importe quelle discipline, ok. Je pense que c'est les très très inspirants. Tous ceux que j'ai rencontrés, hyper inspirants. Ok. Bon en tout cas, merci. C'était un plaisir.